Bonjour et bienvenue dans Changemaker Stories. Vous le savez certainement, ce podcast est produit par l'IESEG School of Management et son association, son réseau de diplômés IESEG Network. On y rencontre des personnes qui osent, qui entreprennent, qui enseignent, qui travaillent, qui cherchent à façonner le monde de demain. Et en 2024, l'IESEG fête ses 60 ans. Youhou, c'est la fête cette année. On a trouvé que c'était l'occasion parfaite de revenir sur les fondations du concept de Changemaker. Qu'est-ce qu'est un Changemaker dans la société d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'on transforme notre société? Et pour ça, j'ai une invitée de marque. C'est l'actuelle directrice de l'école, Caroline Roussel. Bonjour Caroline. Bonjour Xavier, merci pour l'invitation. Ravi d'enfin faire cet épisode avec toi. On a enfin la directrice, on est remonté jusqu'en haut, c'est bon, ça y est. Presque 60 épisodes, comme les 60 ans de l'école. Exactement, c'est probablement le petit message qu'on pourrait faire passer de façon un peu implicite. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Écoute, tu as pris tes fonctions de directrice depuis presque 2 ans maintenant. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours? Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là? Et puis me dire un petit peu comment est-ce que tu vois l'école aujourd'hui maintenant que tu as pris ta position de directrice? Alors c'est un parcours qui s'est construit progressivement. Moi j'ai rejoint l'IESEG il y a un peu plus de 20 ans, en septembre 2002. Comme jeune prof à l'issue de mon doctorat en sciences de gestion, et donc j'étais prof en comptabilité et contrôle de gestion. Okay. Un bébé IESEG, c'est comme ça qu'on les appelle. J'ai toujours eu un goût pour les chiffres, et donc c'est ce que j'aimais enseigner à mes étudiants. Et ensuite à l'IESEG, j'ai eu 2 temps principaux dans mon parcours, une dizaine d'années où j'ai été principalement enseignant-chercheur, donc au sein du département finance, audit et contrôle de gestion, et puis 10 ans où j'ai eu des responsabilités managériales, de gestion du corps professoral, des accréditations, des programmes, de l'académique à l'école, jusqu'à être nommée directrice générale adjointe en 2020 pour préparer une période en fait de transition un peu longue avec Jean-Philippe Hameux qui avait été directeur pendant 28 ans. Donc ça nécessitait bien 1 an ou 2 de travail en tandem, même si on travaillait déjà beaucoup ensemble avant, mais vraiment dans cette optique de prendre la direction générale de l'école. Donc ça s'est fait, j'allais dire, dans la continuité et dans une transition sans rupture, ce qui était important, je pense, pour l'école et pour pouvoir continuer à développer l'école. Est-ce que, du coup, la façon dont tu vois l'école a changé depuis que tu es directrice? Est-ce qu'il y a des choses où tu te rends compte ou qui sont très différentes de ce que tu imaginais? Alors, très différentes, non. Par contre, la posture, le rôle, la fonction fait que tu ne regardes pas les choses de la même manière. Ouais. Notamment, j'ai un rôle important maintenant qui est un rôle de représentation de l'école, de visibilité, et je dois être la première VRP finalement de l'IESEG vis-à-vis de ses parties prenantes externes, que ce soit en France ou à l'international. Donc ça, forcément, ça change le regard. Et en même temps, ça nourrit beaucoup parce que j'ai énormément de feedback sur ce qu'est l'école, ce qui va très bien, ce qu'il faudrait éventuellement poursuivre ou améliorer. Et ça stimule, ça donne beaucoup d'énergie et d'enthousiasme de rencontrer des entreprises partenaires, des partenaires internationaux et des diplômés. Donc finalement un regard qui est différent parce que la posture est différente et donc des sujets de préoccupation qui sont plus orientés sur l'externe. Alors je sais que tu es une directrice de terrain, tu vas rencontrer beaucoup de monde, que ce soit les diplômés, les anciens, tes équipes professorales d'enseignants. Mais j'aimerais Est-ce que tu peux me parler un peu de tes influences, de ce qui t'inspire pour qu'on puisse comprendre un peu mieux la façon dont tu as envie de diriger l'école? Les influences, elles sont multiples et comme je disais, mon parcours il s'est construit à la fois dans une continuité et dans le temps et dans un temps long. Et ça, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, la gouvernance d'une école, sa stabilité et sa continuité dans le temps, je pense qu'elle explique pour partie le développement des écoles et la bonne performance d'un certain nombre d'écoles ou la non-performance ça arrive parfois parce qu'il y a des gouvernances qui changent, etc. Moi, je ne fonctionne pas qu'à l'intuition, mais je pense que l'intuition, elle est importante. D'avoir des convictions qu'il faut prendre certains virages à certains moments, celui que l'école est en train de prendre sur l'entrepreneuriat, celui qu'on a pris il y a quelques années sur la tech et la data. Et cette intuition, en fait, elle se nourrit, comme tu le disais, de multiples rencontres. Avec des diplômés, avec des entreprises, avec des partenaires internationaux. Elle se nourrit aussi en allant participer à des conférences, en écoutant, en lisant beaucoup, en écoutant des podcasts aussi, et aussi en étant au contact de nos étudiants. Donc c'est vrai que j'aime bien d'être qualifiée de directrice de terrain, parce que je trouve que pour une école et pour une directrice, le pire, ça serait d'être coupé de la réalité de l'activité et de ce qui se passe, de ce que les entreprises attendent, mais aussi de ce que nos étudiants attendent et de ce que nos collaborateurs attendent. Et c'est vraiment ce qui me nourrit et ce qui me donne de l'énergie. Super, on aura l'occasion d'en reparler juste après.
Pour commencer cet épisode, qui est quand même un épisode de retour aux sources sur Changemaker, c'est quand même le nom de ce podcast, c'est imprimé dans la vision de l'IESEG. Qu'est-ce que c'est du coup pour toi un Changemaker aujourd'hui ? Un changemaker, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de sortir des sentiers battus, qui a un cap, qui veut avoir un impact, qui veut contribuer, qui veut faire bouger les lignes, que ça peut être en matière sociétale, sociale, environnementale, mais qui veut faire bouger les choses pour le bien commun et le bien de tous, mais qui n'est pas forcément sur une route toute tracée et qui va oser faire des pas de côté, même si ces pas de côté parfois sont un peu surprenants ou ne sont pas les pas de côté que vont adopter les autres. Et ce changemaker, il doit avoir une capacité d'adaptation, de flexibilité et d'agilité, de débrouillardise aussi qu'on retrouve pas mal chez les diplômés de l'IESEG. D'accord, ok. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, un changemaker, on parlait d'inspiration juste avant, est-ce que tu as une personne en tête où tu te dis ça c'est quelqu'un que je regarde avec admiration et qui me pousse peut-être à travailler aussi pour à ce que mes étudiants deviennent aussi des changemakers comme ça? Je vais pas citer de nom, mais j'ai quelques beaux exemples de diplômés en tête qui, sortis de l'école, ont fait peut-être un parcours qu'on peut qualifier de classique dans certains secteurs d'activité ou dans des grandes entreprises en France ou à l'international, et qui, au bout d'un moment, ont osé lâcher prise, arrêter ce qu'ils faisaient, se poser des questions, s'associer avec des gens de parcours complètement différents qui peuvent être ingénieurs, codeurs ou autres, pour créer une entreprise et se dire, voilà, après 10-15 ans de parcours professionnel, finalement, je redémarre peut-être à zéro, mais sur un projet qui a du sens, qui impacte, qui est en économie circulaire, qui va faire bouger les lignes et qui va être dans une innovation complète. Et je pense que ça, c'est vraiment le profil des changemakers. Et ils sont pas rares, ces profils-là, à l'IESEG. Donc, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a une contribution à la société qui est concrète et qui est réelle. Donc, pour toi, changemaker, il y a le côté un peu pas de côté. Tu l'as pas dit, mais j'imagine que c'est un peu prise de risque. On tente, on essaye. Ne pas se mettre de limites, finalement. S'autoriser, et s'autoriser y compris à échouer ou à réexpérimenter si ça n'a pas fonctionné la première fois. Mais effectivement, oui, prise de risque. Quelles ont été les prises de risque de l'école? Quels ont été les pas de côté, les virages, les moments un peu carrefour dans les 60 dernières années qui ont fait que l'école est là où elle est aujourd'hui? Quels ont été un peu les moments fondateurs de la vision telle qu'elle est? Je pense que l'école, elle a été pionnière et c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile. On était parfois regardés comme étant une école à part finalement dans le paysage des grandes écoles françaises parce qu'on ne recrutait pas après classe préparatoire par exemple. Et aujourd'hui, on a de nombreuses écoles qui ne sont pas sur ce modèle-là. Mais il y a 20 ans, c'était complètement atypique. Et l'école, elle a su toujours cultiver sa singularité, mais par contre avec un incontournable qui est la qualité de ses activités, la qualité de ses programmes, de sa formation et de ce qu'elle fait. Et donc, fort de ce socle-là, les choix avant-gardistes, je pense, qui ont été pris, c'était notamment de passer tous les programmes en anglais dès le début des années 2000. À l'époque où finalement personne ne l'avait envisagé ou ne l'avait pas envisagé de manière systématique sur les 5 années d'un programme grande école ou sur l'ensemble des programmes de l'école. Et c'était un choix, un pari, parce qu'à l'époque, moi je me souviens, j'étais déjà à l'IESEG, on était 25 profs permanents et quasiment que des Français, voire que des ch'tis. Donc pas de profs internationaux à part les profs visiting. Et finalement, ce choix-là, il a eu des conséquences sur l'internationalisation globale des campus de l'école. Parce que ça a été recruter des étudiants internationaux. Mais recruter des étudiants internationaux, ça veut dire savoir accueillir des étudiants internationaux. Donc, ça veut dire aussi former le staff administratif de l'école pour accueillir et accompagner les étudiants internationaux. Ça veut dire recruter des profs internationaux et donc avoir là aussi toutes les activités support pour accueillir et aller recruter sur un job market qui n'était pas celui de la France, mais qu'on ne connaissait pas. Et donc finalement, cette transformation-là, elle s'est faite de manière progressive, mais assez rapidement, à partir de 2004 jusqu'à peu près 2008-2009, où là, on était complètement passé à l'anglais. Donc ça, je pense que c'était vraiment pionnier et aller sur des marchés, recruter des étudiants et des profs sur lesquels on n'était jamais allé, apprendre sur comment se positionner, affronter une concurrence internationale d'universités anglo-saxonnes, etc. Oui, complètement. Il y avait moyen de se planter. Oui, mais comme je le dis, le socle, c'est de bien faire ce qu'on fait, c'est la qualité de nos activités, et je pense que ça transpire de partout. Et en fait, il y a quand même un souci, un état d'esprit IESEG dans le staff qui est que rien n'est jamais acquis. Et voilà, on remet en cause régulièrement les choses pour être sûr qu'on est au bon niveau de qualité dans ce qu'on fait.
Donc ça, c'était le virage principal. Est-ce qu'il y en a eu d'autres peut-être? C'était le virage principal, je pense, de la décennie 2000-2010. Sur la décennie 2010-2020, il y a eu 2 virages. Le premier, ça a été la diversification du portefeuille de programmes de l'école, puisqu'on avait le programme Grande École en 5 ans, le Master International Business. Et j'allais dire c'est tout en 2010. Et fin 2016 ou 2017, l'école avait 20 programmes diplômants. Donc ça s'est fait là aussi assez rapidement, puisque finalement, créer quasiment 17 ou 18 programmes sur 8-9 ans, voilà, il faut avoir le staff, il faut avoir le bon niveau de professeur, il faut avoir recruté suffisamment d'étudiants pour ouvrir ces programmes. Donc ça a été un virage fort. Et l'autre virage qui a été pris à la fin des années 2010, ça a été de se positionner sur les compétences en tech et en data pour tous nos étudiants, y compris ceux qui étaient de programmes généralistes, mais pas de programmes spécialisés sur ces dimensions-là, avec un partenariat stratégique qui a été initié avec le Wagon dès 2016-2017, et une belle rencontre et une conviction commune sur le projet pédagogique partagé entre l'IESEG et le Wagon, qui nous a amené d'abord à expérimenter. On propose un cours à nos étudiants, on prend les feedbacks des étudiants, on analyse cette expérience-là, puis progressivement on le développe. Et donc jusqu'à aujourd'hui, 4 cours obligatoires qui vont de créer un site web marchand jusqu'à des cours de data science pour les étudiants du programme Grande École, qui sont aussi ouverts et disponibles pour tous les autres programmes. Et l'ouverture en septembre prochain d'un master commun, data, management et visualisation, entre le Wagon et l'IESEG, en apprentissage. Donc je pense que là, on a quelque chose de très complet en termes de partenariat. Quand on met en place ce genre de virage fort, j'imagine qu'on n'a pas l'unanimité, que ce soit en interne, que ce soit via les parties prenantes, l'écosystème IESEG en général. Comment est-ce qu'on fait du coup, pour vraiment embarquer sur on en parlait rapidement, mais sur la partie data avec le Wagon. C'est vrai qu'en 2015-2016, on en parlait un petit peu moins qu'aujourd'hui. Et beaucoup moins dans les écoles de commerce. Et beaucoup moins dans les écoles de commerce. Je pense que là aussi, c'est le fait d'être ouvert sur l'extérieur et de consulter largement, ça permet de confirmer des intuitions où on sent que ces compétences-là sont importantes. Et je me souviens à l'époque de discussions avec des entreprises qui viennent nous conseiller sur le contenu de nos programmes. On a des professional advisory boards en fait, qu'on réunit régulièrement pour challenger les contenus de programmes. Et quand j'en avais parlé à ces entreprises, elle m'avait dit oui, non seulement il faut le faire, mais il faut le faire rapidement, parce que les jeunes qui viennent de rejoindre l'IESEG en 2016 ne sortiront que dans 5 ans. Et dans 5 ans, il est clair que ce sera un incontournable. Donc oui, allez-y, et allez-y vite et de manière importante. Et l'autre élément qui nous avait confirmé cette intuition commune entre le Wagon et l'IESEG, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de diplômés de l'IESEG qui s'inscrivaient dans les différents programmes certifiant du Wagon pour faire un coding bootcamp, pour se former à la data. Avant même le partenariat. Avant même le partenariat, et presque 5% des diplômés du Wagon étaient des diplômés de l'IESEG. Donc il y avait un besoin exprimé par le terrain et qu'on a officialisé pour tous nos étudiants en formation initiale. Et ça m'amène à une vraie réflexion, qui n'est pas une réflexion qui est liée à l'école en particulier, mais vraiment beaucoup plus au monde de l'éducation. Mais quand on décide de former les changemakers de demain, ça veut dire déjà qu'on prend position sur ce que sera demain. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on anticipe les transformations de société et qu'on soit en avance pour que les personnes qu'on forme aient déjà les capacités de répondre aux enjeux qui ne sont pas encore tout à fait là, qui ont peut-être des signaux faibles, mais qui ne sont pas encore tout à fait là. Comment est-ce qu'on fait du coup pour imprimer cet avant-gardisme en fait ? C'est ce qui rend le job de directrice d'une école passionnant. Parce qu'effectivement, la seule chose certaine, c'est qu'on est dans un environnement changeant, complexe, incertain, et qu'on va continuer à faire face à des transformations majeures, qu'elles soient environnementales, sociales, sociétales, économiques, et en termes d'innovation, on a beaucoup de choses à imaginer. Les entreprises elles-mêmes ne savent pas quels seront les métiers de demain, en 2035 ou en 2040. Donc je pense qu'un des éléments, c'est de co-construire ce futur ensemble, diplômés, entreprises, écoles, en y associant aussi nos étudiants, qui voient bien aussi, qui sont le reflet des évolutions et des attentes des jeunes générations. Et finalement, c'est de travailler sur un socle de compétences qui va permettre à nos diplômés de s'adapter et d'être résilients et flexibles, quels que soient finalement les futurs métiers ou l'impact de ces transformations. Donc à l'école, on travaille beaucoup sur les soft skills. C'est confirmé par les entreprises, ce sont des éléments importants de savoir-être, de posture,
de savoir travailler en équipes diverses, de savoir travailler en milieu international, interculturel. Et je pense que le fait qu'on propose à nos étudiants une expérience d'apprentissage qui est très internationalisée sur nos campus, finalement les prépare à cette ouverture d'esprit, à cette capacité à être flexible et à s'adapter et à travailler dans des contextes complètement différents. Et puis, je pense qu'on travaille aussi beaucoup avec nos étudiants, on les fait beaucoup travailler sur des projets réels donnés par les entreprises. Donc, ils travaillent sur des situations réelles. Alors, ce ne sont sans doute pas les situations qu'ils auront, auxquelles ils auront à répondre dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais le fait d'être déjà confrontés aux problématiques concrètes permet d'être dans l'action et au final d'avoir des étudiants et des futurs diplômés qui ont les pieds sur terre, avec une tête plutôt bien faite et qui sont débrouillards. Et je pense que voilà, la combinaison de ces différents éléments fait qu'ils sont sans doute bien préparés pour affronter le futur, même si ce futur est inconnu et incertain. Oui, c'est ça, parce que bon, il y a effectivement la question de, et je pense qu'on y reviendra un peu tout à l'heure, mais comment s'adapter un peu aux nouvelles façons de travailler. Donc c'est un peu ce que tu me disais. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle aussi du modèle des indépendants, du modèle du freelancing, qui est de plus en plus attrayant pour de plus en plus de personnes de plus en plus jeunes. Donc comment est-ce qu'on fait tu parles beaucoup de travailler en équipe, mais il y en a beaucoup qui veulent pouvoir être indépendants, libres, faire leur truc dans leur coin. Comment est-ce que ça s'imbrique dans cette création de valeur pour les étudiants? Ce que je vois avec les étudiants et aussi avec nos diplômés, c'est que en fait, on va avoir plusieurs vies professionnelles. Et c'est ça qui est intéressant. Là où, sans doute, ma génération, les générations précédentes, on avait une voie qui était une voie professionnelle qui était plus linéaire et plus toute tracée. 20 ans à l'IESEG, par exemple. Par exemple, 20 ans à l'IESEG, exactement. Pas encore 28 ans comme DG, mais déjà 20 ans comme collaboratrice de l'école. Et les actifs et les jeunes actifs aujourd'hui vont peut-être pour certains démarrer par un poste dans une grande entreprise. Pour d'autres vont plutôt choisir l'entrepreneuriat. Mais finalement, il y a une mobilité importante. Ce qui me surprend parfois quand je discute avec certains diplômés. Je me souviens d'une conversation avec l'un travaillant dans une grande banque qui me dit « Vous vous rendez pas compte, Madame Roussel, ça fait déjà 3 ans que j'y suis. Il est temps que je change. » Et effectivement, voilà. Et, moi, je lui réponds « Mais ça fait 20 ans que je suis à l'IESEG. » Il me dit « Mais où ça n'est pas pareil, ça n'est pas la même génération. » Et donc, je pense que ce qui est très enthousiasmant pour eux, c'est qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière, et on peut passer 3, 4, 5 ans dans une grande entreprise, s'arrêter, faire le tour du monde ou un projet humanitaire, prendre un temps de pause, réfléchir à un projet d'entrepreneuriat et créer sa boîte, ou travailler en freelancing, et finalement revenir peut-être à un poste de salarié en CDI dans une PME ou une ETI un peu plus tard, tout en peut-être continuant de développer des projets entrepreneuriaux. Et finalement, aujourd'hui, tout ça est possible et perméable. Et je trouve que c'est d'une grande richesse pour les étudiants qui sont aussi en attente de cette diversité. Et ce qu'il y a aussi, c'est que peut-être qu'un certain rapport au travail ou un certain type d'entreprise peut convenir à un moment donné dans sa vie professionnelle, mais ne plus convenir à l'étape suivante de sa vie personnelle. Et le fait d'avoir tout ce choix des possibles, finalement, permet d'être aligné tout au long de sa vie professionnelle, qui est de plus en plus longue, comme on le sait. C'est vrai. Et donc de plus en plus riche, parce que de plus en plus diversifié. Oui. Et de se reformer aussi tout au long de sa vie. C'est vrai que ça, on le fait de plus en plus. Oui. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelques années, on se reformait à partir de 35-40 ans, et qu'aujourd'hui, avant même les 30 ans, on reprend des formations. Oui, complètement. Mais il y a quand même le pendant qui est de toute cette liberté, qui est un peu la partie court terme. Donc on ne voit pas forcément très loin, on se projette beaucoup moins, on développe peut-être des compétences moins techniques sur des dizaines d'années. Comment est-ce qu'on fait du coup pour imprimer dans l'école une vision qui soit une vision très long terme, dans une société où les gens voient court terme, dans une société qui est géopolitiquement incertaine? Comment est-ce qu'on fait ça? Et comment on embarque un collectif de plus de 530 collaborateurs par exemple, sur une vision à 25 ans, à 30 ans. Oui, tout à fait. Je me souviens quand je suis arrivé à l'IESEG en 2012, on nous parlait de la vision 2025 et ça me paraissait lunaire. Je trouvais ça long déjà et il s'agissait que de 13 ans. Oui, et donc cette vision est toujours là. Elle va être actualisée, mais en tout cas, elle garde toute sa pertinence, ce qui montre aussi la puissance du collectif. Parce que la vision de l'école qui est « Empowering Changemakers for a Better Society », on trouve bien le Changemakers qui est central dans cette vision. On l'a effectivement élaboré à plus de 500 personnes avec des étudiants, des diplômés
et des partenaires et tout le staff de l'école il y a donc de ça plus de 10 ans. C'était un exercice qui était risqué, j'allais dire, parce qu'on ne sait pas ce qu'il en ressort quand on embarque le collectif dans ce type de réflexion. Et en même temps, c'est la puissance du collectif, c'est que cette vision qui a été posée il y a 10 ans, aujourd'hui, elle est encore plus pertinente finalement, peut-être même qu'il y a 10 ans. Donc je pense qu'avoir ce cap collectif, ça donne du sens dans la prise de décision. On se réfère souvent à la vision de l'école dans des grands choix ou non-choix de projets, de choix d'activités, de choix de nouveaux programmes, de choix de nouveaux partenaires. Dans la vision, il y a la notion par exemple de meaningful partnership. Est-ce qu'on accepte de s'associer avec n'importe quel type d'université ou de n'importe quel type d'entreprise? Et c'est quoi derrière la notion de meaningful partnership? Donc je pense que ça donne vraiment un cap commun qui est d'autant plus important quand on est dans une structure en croissance. Et l'IESEG a accueilli 200 nouveaux collaborateurs au cours des 4-5 dernières années. Donc chaque nouveau collaborateur, il a une présentation de cette vision et il peut aussi contribuer dans les différents ateliers qui consistent à l'actualiser. Et ce qui va s'adopter finalement, c'est les moyens d'arriver à cette vision. Où il y a 10 ans, ce qu'on mettait derrière l'innovation pédagogique pour former ces changemakers était différent de ce qu'on met aujourd'hui avec l'arrivée de l'IA générative, la nécessité de s'adapter. Les étudiants s'en sont saisis très vite et c'est tant mieux, c'est un formidable outil. Mais comment on accompagne nos professeurs, etc., dans leur méthode d'évaluation, par exemple. Donc cette vision commune, je pense qu'elle a du sens, y compris à 20 ou 25 ans, parce que ça donne un cap et ça embarque tout le monde vers un projet qui permet de faire des choix stratégiques. Mais derrière, les moyens d'atteindre cette vision, ils sont en constante évolution. Et c'est là notre rôle aussi au niveau du comité de direction, c'est de donner les moyens de s'adapter et de ne pas rester sur un chemin figé qui serait en décalage par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Et puis de toute façon, de créer les petites marches qui permettent d'atteindre les quick wins sont importants. Ouais. D'avoir des petites victoires effectivement au quotidien pour atteindre cet objectif de long terme. Mais alors, si on devait retranscrire cette vision pour les prochaines 60 années de l'IESEG, puisqu'on fête ses 60 ans en 2024, ce serait quoi alors le message pour les 60 prochaines années de l'école ? Je pense que 60 ans, c'est déjà un bel âge, mais ça reste très jeune. On a accompli collectivement beaucoup pendant ces 60 ans, avec un socle et des fondamentaux qui sont solides, un état d'esprit IESEG qu'on ne retrouve pas partout et auquel on est attaché. Et je pense que fort de ces fondamentaux-là, on va continuer à bâtir le futur. Et avec un vœu qui est celui qu'on garde notre esprit pionnier, ces pas de côté qui ont fait la force de l'école. Et voilà, qu'on ne s'enferme pas dans un chemin tout tracé, mais qu'on s'autorise à être innovant, inspirant pour nous-mêmes et puis pour tous les jeunes qu'on forme. C'est quoi le prochain virage, la prochaine prise de risque ? Alors le prochain virage qu'on est en train de prendre assez fortement porte sur l'entrepreneuriat avec une volonté forte d'accompagner l'entrepreneuriat étudiant. À la fois poussé par nos étudiants, porté par nos diplômés, mais là aussi avec des convictions que l'entrepreneuriat est une des clés pour avoir un impact sur la société, pour accompagner les transitions, pour contribuer à l'innovation et pour faire face aux enjeux de transition environnementale, sociale et sociétale. Et ça, c'est vrai qu'on l'a bien vu dans les derniers épisodes de Changemaker Stories. J'en profite pour vous dire d'aller les écouter, parce que c'est des personnes de la communauté IESEG, que ce soit des alumni, des étudiants, des professeurs, qui ont lancé des projets, qui travaillent sur des projets, qui transforment pour de vrai la société avec des impacts forts ou au démarrage de leur futur impact fort. Et on a énormément de chance d'avoir cette communauté qui peut compter les uns sur les autres, qui peut être très soudée. En attendant, merci beaucoup Caroline pour cet échange. Merci Xavier. Chers auditeurs de Là Vous Êtes, j'espère que vous avez apprécié aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser quelques étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ça qui nous aide à faire grandir le podcast. Et puis, quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode et je vous dis à bientôt. Au revoir Caroline. À bientôt Xavier, merci.